faut une source adaptée, comme par exemple un aimant. Cependant, si on place un aimant sur une table par exemple, on ne sera pas conscient, on ne va pas voir les modifications que cet aimant va générer. Pour cela, pour en prendre conscience, on peut par exemple mettre de la limaille de fer autour de l'aimant et on constate que ces grains de limaille de fer vont adopter une disposition particulière tout autour de l'aimant. On va voir que des courbes vont se dessiner. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, s'il était possible de mettre de la limaille de fer tout autour de l'aimant et pas uniquement dans le plan de l'aimant, on constaterait que ces lignes seraient visibles comme ceci, tout autour de l'aimant, comme le suggère le schéma. Alors, je ferme cette petite parenthèse, c'est juste pour vous dire hein, que c'est pas purement en 2D, hein, mais matériellement parlant, c'est un petit peu difficile de prendre conscience, enfin de pouvoir montrer que c'est aussi vraiment tout autour hein, de l'aimant en 3 dimensions. Alors, pour se rendre compte qu'il y a une perturbation générée par l'aimant, on pourrait aussi faire le choix de prendre, par exemple, une aiguille aimantée. Si on approche une aiguille aimantée de l'aimant, on constate que celle-ci s'oriente dans une direction et dans un sens, c'est ce qu'on va voir par la suite, bien particulier. Finalement, je pense que si vous avez vu la vidéo précédente, vous avez compris que la limaille de fer, comme l'aiguille aimantée, ont le statut de ce qu'on avait appelé un objet test. Donc c'est un objet qui va nous permettre de matérialiser, j'ai envie de dire, une grandeur particulière en chaque point de l'espace, et cette perturbation sera générée bien sûr ici par l'aimant. Pour cela, on peut très bien faire la manip suivante qui consisterait à prendre une aiguille aimantée et la balader entre guillemets de proche en proche par rapport à un aimant, mais d'une façon un peu stratégique qui consisterait à repérer la direction et le sens, en tout cas la direction d'une part, suggérée par l'aiguille. Alors la vidéo qui suit, je suis désolée, elle n'est pas de très bonne qualité parce que j'ai mal cadré, elle a été accélérée, mais je pense que vous allez vite comprendre le principe. Donc l'idée, on place une aiguille aimantée, on repère la direction suggérée par l'aiguille, et puis on refait la même chose donc tout au long, enfin à proximité de l'aimant, et puis on va relier toutes les positions qu'on a repérées. Et bien entendu, je pense que vous n'allez pas être surpris de voir que ça rappelle la ligne dessinée par la limaille de fer tout autour de l'aimant. Cette ligne, elle est particulière. Vous avez vu, je pense aussi que l'aiguille s'orientait dans un sens privilégié. La photo qui suit résume un petit peu tout ça. Et ce qui va nous faire dire que d'une part, les lignes sont particulières, donc elles ont des directions particulières, ces lignes, hein, d'accord, c'est des courbes. Et puis, deuxièmement, les aiguilles aimantées ont un sens particulier. C'est ce qui va nous suggérer l'idée que le champ magnétique sera une grandeur vectorielle, caractérisée par une direction, c'est-à-dire celle des courbes en bleu, par un sens, c'est-à-dire le sens indiqué par les flèches bleues sur les courbes, ces flèches qui sont raccord avec l'orientation des aiguilles aimantées, eh bien, on a bien compris, le champ magnétique sera donc une grandeur vectorielle, et on aura besoin pour le représenter de lignes de champ, comme on l'avait explicité dans la vidéo précédente. Ces lignes de champ, hein, je le mentionne, ici sont orientées. Donc, l'orientation hein, est rappelée ici par l'aiguille aimantée qui nous montre que le champ magnétique sort par le pôle nord pour aller vers le pôle sud. Alors, deuxièmement, direction sens, qu'en est-il de la valeur? Eh bien, pour cela, on va utiliser un appareil qui s'appelle le teslamètre. Comme son nom l'indique, ça mesure des Tesla. Donc le Tesla, c'est l'unité de grandeur du champ magnétique. L'unité, oui, du champ magnétique. Hein. Et Tesla, c'était un scientifique. Donc en termes de notation, il faudra mettre un T majuscule, puisque donc c'est un nom, c'est une unité dérivée d'un nom propre. Les valeurs qu'on va mesurer pour les aimants ne seront jamais de l'ordre du Tesla, mais en général de l'ordre du milli-Tesla. Donc en gros, à quoi ça ressemble? En fait, c'est une sonde avec un affichage, donc qui va nous donner une valeur du champ magnétique. Et regardez, approchons une sonde d'un aimant. La valeur qui est indiquée ici, elle est purement qualitative, parce que je pense que l'appareil n'a pas été réglé initialement, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le zéro d'étalonnage qui a été fait au préalable. Mais ce n'est pas important pour le raisonnement, pour ce qu'on veut voir comme conclusion. Mettons une sonde proche de l'aimant, on voit une valeur ici indiquée, admettons, de 5,2 milli-Tesla, bien sûr. Faisons une mesure similaire, mais cette fois en éloignant
la sonde de l'aimant. Et on constate que la valeur n'est plus que de 3,57 millitesla. Donc plus on est loin de la source, plus la valeur indiquée par le teslamètre est petite. Donc plus la valeur du champ magnétique est petite. Autre petite remarque, rapprochons la sonde de l'aimant, mais orientons-la différemment. On constate que la valeur affichée ici est de 2,87, ce qui est une valeur différente du moment de l'ordre de la mesure où on avait la sonde horizontale, ce qui suggère bien, ce qui rappelle bien, ce qui renforce bien que si la valeur mesurée dépend de l'orientation, de la direction de la sonde, ça renforce l'idée que le champ magnétique est une grandeur vectorielle. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on va retenir? Bien, le champ magnétique, c'est une grandeur vectorielle qui sera représentée par la lettre B majuscule vecteur, qui sera donc caractérisée par une valeur qui se mesure en Tesla, les ordres de grandeur étant des millitesla. Comment va-t-on représenter les vecteurs champs magnétiques? Eh bien, pour cela, on a besoin des lignes de champ magnétique, qui, je vous le rappelle, sont orientées, elles vont d'un pôle nord vers un pôle sud, et puis on va reprendre le même raisonnement qu'on avait déjà explicité dans la vidéo précédente, à savoir, plaçons-nous en un point de la ligne de champ, et qu'est-ce que je peux dire de ce vecteur champ magnétique? Je peux dire la chose suivante. La direction de ce vecteur est tangente à la ligne de champ en ce point. Donc imaginez une droite qui passe par le point considéré et qui est tangente en ce point à la ligne de champ. L'origine du vecteur, ce sera ce point, et le sens du vecteur, donc il faut savoir si je pars de ce point pour, entre guillemets, et dans ce cas, monter le long de la ligne de champ, ou si je pars de ce point pour descendre, tangent à la ligne de champ. Eh bien, c'est le sens suggéré par la ligne de champ qui va nous indiquer le sens du vecteur. En effet, donc ce sera ici dans le même sens que la ligne de champ. On peut refaire le raisonnement en d'autres points de l'espace, des points donc qui vont coïncider bien sûr à des lignes de champ. Donc si on se place ici, le vecteur B, le vecteur champ magnétique sa direction sera donc tangente à la ligne de champ ce point, aura pour origine ce point et sera orienté comme la ligne de champ. Remarque, si je mets à une disposition un petit peu similaire mais à une ligne de champ plus proche de l'aimant, bien entendu, le vecteur sera plus long, puisque je vous le rappelle que la longueur du vecteur est proportionnelle à la valeur du champ magnétique, cette valeur étant révélée par le teslamètre. Comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente, plus on est proche de l'aimant, plus la valeur est grande. Et puis on peut donc faire le même raisonnement pour un point quelconque de la ligne de champ. Donc, le vecteur champ magnétique, sa direction, c'est tangent à la ligne de champ au point considéré. Son sens, c'est le sens cohérent avec l'orientation de la ligne de champ. Quant à la longueur du vecteur, elle est proportionnelle à la valeur du champ qui serait mesurée par un teslamètre au point considéré. Alors, il y a un champ magnétique qui nous est très familier, c'est le champ magnétique terrestre. Si je prends, dans un premier temps, je fais une petite parenthèse, un aimant droit, pôle nord, pôle sud, je refais pas l'histoire, les lignes de champ qui quittent le pôle nord pour aller vers le pôle sud, des aiguilles aimantées, des boussoles dont la direction est tangente en chaque point de la ligne de champ aux lignes de champ, eh bien, on pourrait, si on faisait une analogie, on pourrait considérer, modéliser le noyau de la Terre comme un énorme aimant, j'ai envie de dire. Et on retrouve donc des lignes de champ magnétiques similaires à un aimant droit, où on aurait donc des lignes de champ qui rentreraient vers le pôle sud de l'aimant, qui serait donc au cœur de la Terre, et qui quitterait le pôle nord. Une petite remarque, donc le pôle nord magnétique qui serait ici ne coïncide pas rigoureusement avec le pôle nord géographique qui a une petite inclinaison. Et on retrouve bien l'idée aussi que la direction des boussoles sont tangentes en chaque point, donc aux lignes de champ. Une dernière parenthèse pour conclure ce cours, un champ particulier qui est le champ qui règne dans un aimant en U. Donc un aimant en U, c'est un aimant en forme de U, c'est pas très original. Si on place de la limaille de fer tout autour de l'aimant, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des courbes tout autour de l'aimant qui rappellent les courbes déjà vues pour l'aimant droit, mais entre les barres de l'aimant en U, on remarque que l'émail de fer prend une disposition, se dispose selon des lignes parallèles entre elles et perpendiculaires aux barres de l'aimant en U. Donc si on pouvait même mettre un teslamètre, on se rendrait compte que entre les deux barres de l'aimant en U règne un champ magnétique de même valeur. Ainsi, si on devait tracer le champ magnétique entre la barre nord et la barre sud, on aurait un champ magnétique qui serait
dont la direction serait perpendiculaire aux deux barres pôle nord, pôle sud, hein, donc c'est-à-dire collinaire ici à la ligne de champ, orientée du pôle nord vers le pôle sud, comme la ligne de champ, et dont la valeur serait constante. C'est ce qui nous fait dire qu'on a affaire à un champ magnétique uniforme, constant en direction, constant en sens, constant en valeur. Voilà, ce qui met terme à cette présentation plutôt, hein, au champ magnétique.